Parlons un peu des questions nigéro-nigériennes avec les déclarations au vitriol de Hinda Bazoum, la fille du président déchu Mohamed Bazoum, qui accuse Mahamadou Issoufou, le prédécesseur de son père, qu'il a en quelque sorte adoubé par le passé, d'être non seulement à l'origine du putsch, mais à l'origine des poursuites judiciaires qu'il subit. Elle s'est confiée à RFI, on écoute. Il n'a jamais condamné le putsch. Pire, il s'affiche quand même aux côtés des putschistes. Il est allé présenter ses vœux pour l'Aïd et saluer Tchani au palais présidentiel. Quel démocrate fait ça? Il était l'ami de notre père, mais n'a fourni aucun effort pour lui. Il n'a jamais cherché à le rencontrer, ni à exiger sa libération. Il n'a jamais cherché à rentrer en contact avec nous, les enfants. Chose plus curieuse encore, lorsque la communauté internationale souhaitait exiger un retour à l'ordre constitutionnel, au lieu d'abonder dans leur sens, il a plutôt plaidé pour une courte transition, une nouvelle constitution et de nouvelles élections, sûrement pour pouvoir revenir au pouvoir. Si tout ça, ce ne sont pas des preuves, quelqu'un qui soi-disant est démocrate, qui a reçu le prix Mo Ibrahim, qui a toujours condamné les putschs dans tous les pays du monde, même les pays les plus lointains, n'a jamais condamné un coup d'État contre son ami, un coup d'État contre la démocratie. Il ne s'est jamais battu pour restaurer la démocratie au Niger. Bien au contraire, sa seule obsession était de faire échouer toutes les démarches de la CEDEAO, de la communauté internationale, qui consistaient à rétablir les institutions renversées. Issoufou, en réalité, en fait, il n'a pas trompé que nous, il a trompé tout le monde. Lui qui se voulait grand démocrate est en fait un grand dictateur. Alors, Sédic, on a envie de dire, je fais beaucoup parler Sédic parce que on parle beaucoup de Niger et c'est notre expert Niger. On a envie de dire divorce à la nigérienne, comme si une partie des clés de ce qui s'est passé ces derniers mois dans ce pays se trouvait dans les relations entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum. Et on se demande, mais pourquoi la fille de Bazoum tire à ce point sur Issoufou? Est-ce que ce sera efficace au fond? Non, moi, je ne sais pas si ça va être efficace, mais sur le fond, elle ne dit pas autre chose que ce qu'on sait déjà. Puisque beaucoup de gens ont déjà, y compris Sylvain Ité, y compris d'autres personnes, ont déjà l'ancien ambassadeur de France. L'ancien ambassadeur, qui est toujours ambassadeur de France. L'ambassadeur de France au Niger, délocalisé à Paris. Délocalisé à Paris, ont mis en cause la responsabilité, le rôle trouble du président Issoufou dans ce qui s'est passé. À mon avis, en l'écoutant, moi, ce qui m'a interpellé, c'est la posture que Issou a eue après le coup d'État. Il n'a jamais appelé les enfants de Bazoum pour leur dire voilà, votre père est en difficulté. Moi, je suis l'ami de votre père depuis 40 ans. Si jamais vous vous sentez seul, je suis là pour essayer de vous aider. Là, elle donne cette information qui, à mon avis, est capitale et vient accréditer encore pour moi la responsabilité de Issoufou. Et dans un contexte africain, c'est désastreux pour son image. Au Niger particulièrement, je suis sûr que dans le contexte ouest-africain, mais au Niger particulièrement, quand vous êtes l'ami intime d'une personne pendant 40 ans et que quelque chose arrive, j'ai le souvenir des personnes qui ont été arrêtées pendant la période du Sawaba. C'est presque toute la famille qui est récupérée par l'ami pour qu'elle soit prise en charge, pour que les enfants ne se sentent pas seuls. Mais dans le cas de Issoufou, la fille de Bazoum révèle que fondamentalement, Issoufou n'a jamais pensé à leur dire, écoutez, voilà, quelque chose est arrivé et que vous pouvez compter sur ma disponibilité si vous avez besoin de quelque chose. Je pense que ça a été désastreux. Ça de lui un commanditaire. C'est parce qu'elle dit dans l'interview à RFI il est commanditaire du coup d'État. C'est lui le cerveau. Ça accrédite sa proximité. De la suspicion, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, on a, comme disent les juristes, des indices graves et concordants qui indiquent la responsabilité d'Issoufou. Mais si on ne fait pas une enquête et qu'on n'interroge pas Issoufou, on ne pourra pas établir des preuves. Et à moins que les services de renseignement aident à des écoutes entre Tchani et Issoufou pour montrer. Mais il y a aujourd'hui des choses, des éléments qui viennent dire que Issoufou a joué un rôle. Je donne simplement un exemple. Vous savez, le Niger a connu 5 coups d'État et on a vu ce qui se passe juste après le coup d'État. Le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023. Rien n'a changé pour Issoufou. La garde présidentielle qui détient Bazoum continue de protéger Issoufou aujourd'hui. Et le coup d'État est censé avoir renversé le régime auquel lui-même il a appartenu. Et aujourd'hui, on enregistre, comme vous dites, cette émission, on ne sait pas pourquoi la garde présidentielle protège Issoufou, parce que la loi au Niger définit la protection des anciens chefs de l'État. Or, dans l'histoire du Niger, il y a 3 anciens chefs d'État qui sont vivants. Le président Maman Ousmane, qui a été renversé en 1996, Salou Djoubo,
qui a fait la transition de 2010 à 2011 et qui est là, et le président Issoufou. Des 3 présidents, le président Issoufou est le seul que la garde présidentielle qui a commis le coup d'État continue à protéger. Et ce n'est pas sur une base légale. Donc, il y a beaucoup d'éléments quand même qui donnent du sens à ce que la fille de Bazoum prend. Moi, je crois que si, comme la question a été posée, si c'est utile ou pas utile, je crois que après avoir attendu longtemps que leurs parents soient libérés, les enfants de Bazoum ont estimé qu'il était de leur devoir de rendre publique cette prise de position pour essayer d'alerter un peu l'opinion, puisqu'on a commencé à oublier quand même Bazoum. On parle de transition, on l'a laissé aujourd'hui. Plus personne ne parle de ces conditions de vie qui se sont dégradées, qui se sont complètement dégradées. Alors, il faut éviter justement, comme disent ces enfants, qu'on le passe par porte et profit et qu'on parle simplement de la transition, du pétrole, de ceci, cela. Il faut aussi que le sort d'un homme qui a dirigé le Niger pendant 2 ans et demi soit mis sur la table. Alors Fabrice, on a vraiment l'impression que c'est une de ces histoires de divorce à l'africaine. On a eu Amadou Ahidjo et Paul Biya, Compaoré et Sankara. Bon, ça s'était terminé dans le sang. On a eu Lourenço et Dos Santos. Et là, il y a Issoufou et Bazoum. Ça va encore plus décourager les présidents africains de donner le pouvoir à leurs protégés. Mais c'est surprenant quand même parce que on se souvient lors de la transition, enfin du passage de relais entre Issoufou et Bazoum, qui était connu déjà avant même l'élection de Bazoum. On savait que c'était le successeur, c'était le choix de Mahamadou Issoufou. Donc c'est assez surprenant d'avoir cette déclaration, effectivement, qu'il faudra prouver. Parce que, par exemple, Inda Bazoum dit que ce serait Mahamadou Issoufou qui aurait introduit une requête en justice pour demander la levée de l'immunité de Mohamed Bazoum. C'est quelque chose de factuel. Donc, ce serait possible d'aller voir si c'est le cas, parce qu'en fait, elle explique que l'intention du président Issoufou serait d'écarter Mohamed Bazoum pour une future fin de transition et être le seul candidat du parti. J'ai quand même quelques doutes. Après, effectivement, il y a une enquête qui devrait se mener, mais j'ai des doutes quand même sur le fait qu'une rivalité politique à ce niveau-là se soit révélée, alors que quelques années plus tôt, les deux marchaient littéralement main dans la main. Donc, j'ai des doutes, mais après, l'avenir nous dira aussi. Et puis, on attend la réaction. On n'a pas eu de réaction de Mahamadou Issoufou. On verra bien ce qu'il en est. Alors, Geneviève, tu es sur ce plateau, l'avocate de Mohamed Bazoum. Toujours. Alors, tu ne le conseilles pas, enfin, tu l'as jamais conseillé, donc on ne va pas t'accuser d'avoir conseillé cette stratégie à Inda Bazoum. Pas du tout, je ne connais pas Inda Bazoum. Mais est-ce qu'elle est efficace, cette stratégie de la confrontation? Écoute, en l'écoutant, je me disais que c'était vraiment une Bazoum dans sa manière de parler, cette espèce de douceur, mais en même temps de parler cash, de parler vrai, de franc-parler. Elle est la digne fille de son père. Est-ce que c'est la bonne stratégie? À mon avis, si elle sort du bois en ce moment, c'est qu'on est, après les 9 mois et demi de séquestration du président de la République, au bout de 9 mois et demi, on rentre du président de la République élu par les Nigériens, effectivement victime d'un coup d'État et séquestré et otage depuis 9 mois et demi. On rentre dans une nouvelle phase qui est éventuellement celle de la levée de son immunité et du procès. Le procès qui a été reporté. Enfin, la question de la levée de l'immunité a été reportée au 7 juin ce matin, effectivement, par la Cour d'État du Niger. D'ailleurs, c'est une décision qui va dans le bon sens, puisqu'il cède à la requête des avocats de Mohamed Bazoum qui souhaitent voir leurs clients. Parce que quand même, ils n'ont pas accès à leurs clients et ils n'ont pas accès au dossier, ce qui est juste quand même normal, enfin anormal plutôt, mais normal qu'ils y aient accès, évidemment. Donc, Inda Bazoum est persuadée qu'après la phase de destitution, de putsch contre son père, dont il serait l'instigateur, elle met en avant tout un faisceau de présomptions, moi je parle de rien d'autre. Maintenant, c'est également Mahamadou Issoufou qui s'oppose finalement à la remise en liberté de Mohamed Bazoum. Et qui serait... Oui, c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. C'est normal qu'elle le dise à ce moment-là, puisqu'on est dans cette phase éventuellement de basculement vers autre chose, vers un procès pour haute trahison, ce qui est quand même aussi quelque chose d'extraordinaire. Juger pour haute trahison un président de la République élu,
à l'instigation de putschistes qui l'ont renversé. Donc on est dans un renversement des rôles qui est absolument incroyable. Il faut voir le contenu de ces accusations. Bernard? Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que Hinda se réveille 9 mois après. Ben, le temps d'espérer. Le temps d'espérer. On peut trouver toujours les éléments qu'on veut, mais comment tu interprètes ça? On est encore une fois dans un combat derrière le rideau. Entre-temps, elle a fait un bébé. Entre-temps, elle a accouché toute seule sans son père et sa mère. Je rappelle ça. Mais si on prend tous les gens qui ont ce problème-là dans le monde, on n'a pas fini. Il n'y a pas beaucoup de présidents de la République séquestrés depuis 9 mois et demi dans le monde. Dans l'affaire de Hinda Bazoum et puis d'Issoufou et dans tout le problème tchadien... Nigérien, excuse-moi. C'est un épiphénomène par rapport à tout le reste, quand même. C'est pas ça qui va faire. La séquestration d'un chef d'État, 9 mois et demi, c'est un épiphénomène. Bernard. Quand Laurent Gbagbo était à Korogo, tu disais pas ça, Bernard. On n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas du tout dans le même c'est des chefs on est d'État dans le contexte d'un coup d'État militaire contre un président élu. Oui. Mais on est aujourd'hui au Tchad, au Niger. Je sais que Laurent Gbagbo est assez cool par rapport à ça sur le Niger, quand même. Dans une situation... non, Laurent Gbagbo... Il a pris acte de ce coup d'État de manière quand même... Il a pris acte de ce coup d'État. Sachant que les deux sont camarades, Bazoum et Gbagbo. Mais oui. Gbagbo a dit au mois de septembre dernier, dans une conférence de presse, qu'il était l'ami de Bazoum, que quand il allait au Niger, il dormait chez Bazoum, et qu'il avait plus ou moins prévenu Bazoum à une époque, et également... qu'aujourd'hui, les gens qui faisaient croire à Bazoum qu'il allait revenir et qu'il allait aider à le revenir, lui mentaient. Et on est dans cette situation-là. Les gens qui ont dit à Bazoum, on va remettre Bazoum, on parlait tout à l'heure de l'intervention éventuelle du Bénin ou de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria, ils mentaient à Bazoum parce que personne n'aurait mis un pied au Niger. Donc Bazoum on a entretenu cette espèce de fiction qui aujourd'hui fait des dégâts collatéraux avec l'affaire du pétrole et du port de Cotonou. Non, sur l'affaire de Hinda, il y a un problème humanitaire. Il y a un problème humanitaire. Il est important. C'est la fille de son père. Elle a raison de le défendre. Tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais par rapport aux configurations générales, politiques, internationales, etc., c'est quand même une petite affaire dans l'affaire générale. Parce qu'après, sur l'affaire de Bazoum... Imagine que Bazoum meurt en prison, ce sera plus une petite affaire, ce sera une déchirure nigérienne. On est dans les principes, là. On est dans l'affirmation de principes. Et c'est pour ça qu'il ne démissionne pas depuis 9 mois et demi. Mais on n'est pas dans une petite affaire. On est dans quelque chose qui le dépasse. Oui, complètement. On est dans un principe, on est dans un symbole. Quelque chose qui le dépasse, mais d'une autre façon. Qui dépasse son cas. Laissons le mot de la fin de ce sujet au sage. C'est important que l'on comprenne justement que la voie qui a été choisie, même la voie judiciaire que les militaires ont choisie pour faire ce procès, elle n'a pas été suffisamment correctement respectée. Parce que si on veut faire un procès à Bazoum, il faut que ses avocats aient accès à lui régulièrement. Dans le cas d'espèce, il n'y a que son médecin qui le voit quelques 2 fois par semaine au maximum. Donc, on ne peut pas avec Gbagbo. On ne peut pas faire un déni des droits. À l'époque, Bernard condamné. Un déni de droit, il faut s'opposer à un déni de droit. Il faut que Bazoum ait les conditions de se défendre dans le cadre d'un procès équitable. Deuxième chose, les militaires, je pense, pour moi, même s'ils voulaient faire un procès à Bazoum, ils n'ont pas choisi les meilleures incriminations. Dire que Bazoum a financé le terrorisme, par exemple, comme ce qui a été défendu, au prétexte qu'il a envoyé des gens discuter négocier avec les djihadistes, ça me paraît totalement fragile. Mais et si vous remarquez, c'est beaucoup plus subtil. Les militaires ont fait une déclaration pour chasser la France, ont fait une autre déclaration pour chasser les militaires, pour chasser les États-Unis, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique en disant, puisque c'est comme ça, il y a eu autre trahison, on va poursuivre celui qui a amené les troupes étrangères. Et comme ça n'allait pas dans le sens où, bien sûr, comme ça n'allait pas dans le sens où ils le souhaitent, ils n'ont pas voulu actionner ces leviers. Ils ont choisi maintenant cette voie de financement du terrorisme. Et la deuxième incrimination majeure dans le dossier, c'est le fait
il y ait eu une tentative. Au début, ils ont dit d'évasion. Maintenant, ils ont dit une tentative d'exfiltration. Qu'il y a des forces étrangères qui ont voulu exfiltrer. Donc, juridiquement, l'affaire paraît fragile et il y a eu beaucoup d'appels, y compris de la part des avocats, pour montrer que cette affaire-là, la justice nigérienne joue sa crédibilité, comme on a pu le voir au Sénégal. La justice vient de nous donner une grande leçon en refusant par 2 fois d'accéder aux demandes du président Macky Sall. Juste une toute petite phrase, oui. Et ce procès comporterait une part de risque aussi pour Mamadou Issoufou, parce que Bazoum retrouverait la parole et la possibilité d'expression publique. Sans compter que si on va jusqu'au bout de la logique des militaires, si Bazoum et son immunité est levée, il faudra le transférer dans une prison civile du Niger. C'est que jusqu'ici, eux-mêmes ont eu peur de le laisser en disant qu'on le garde comme parapluie. Mais c'est justement, si je peux me permettre juste un tout dernier mot pour moi, c'est là où il y a un paradoxe, je trouve. C'est que accuser Issoufou d'être le commanditaire, en quelque sorte, du putsch qui s'est passé, c'est oublier qu'effectivement, Mohamed Bazoum est aussi retenu parce il représente aussi, en quelque sorte, pour les autorités militaires, la proximité avec la France. Or, Issoufou est la personne qui soutenait qui a les accords et la présence militaire française. Donc, Mahamadou Issoufou, qui serait le commanditaire du putsch, proche de la France, confirmerait... Plus tout à fait proche de la France aujourd'hui. Oui, mais justement, il y a un amalgame qu'on ne comprend pas. S'il a été, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la junte, elle aussi, est proche de la France. Il y a une espèce de... Penser que Issoufou serait le commanditaire, pour moi, c'est un petit peu démesuré malgré les faisceaux d'indices. L'avenir nous dira.